Faut-il plus de femmes dans les négociations de paix? C'est notre grand angle. De Gaza à Goma, en passant par Kaboul ou Téhéran, les femmes sont souvent en première ligne dans les conflits. Selon l'ONU, en 2023, 612 millions de femmes et de filles ont été affectées par les guerres, soit une hausse de 50% en 10 ans. Alors pourquoi ne sont-elles pas plus présentes dans les négociations de paix? À peine 10%. C'est votre combat, Gila Clara-Kessous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadrice de la paix, artiste de l'UNESCO et vice-présidente de l'Union Nations Fédération. Combat que vous partagez. Bonsoir Jocelyne Adrian, Mebtoul, pardon. Merci d'être avec nous. Vous êtes experte géopolitique des droits des femmes. Vous avez créé l'ONG Femmes du Monde et réciproquement. Et vous avez siégé au Haut Conseil à l'égalité en France. Je viens de citer ces chiffres, 612 millions de femmes et de filles affectées par une guerre. Et encore, c'était en 2023. Cela se vérifie aujourd'hui. Les civils sont les plus affectés, notamment les femmes. Absolument. 90% dans les guerres aujourd'hui. D'abord, les conflits n'ont jamais été aussi nombreux depuis la Seconde Guerre mondiale. On dénombre plus de 100 conflits actuellement sur la planète. Mais aujourd'hui, 90% des victimes sont des civils. Et 2/3 de ces victimes civiles sont des femmes et des enfants. Et pourtant, elles sont peu représentées. Alors, on va y revenir avec vous deux. Il y a quand même des figures iconiques. On pense à Malala, cette jeune pakistanaise, Shirin Ebadi, cette iranienne avocate qui se bat pour les droits des femmes. Donc, c'est vraiment des figures emblématiques. J'ai même découvert cette jeune femme, Wai Wai Fu. Elle défend la résistance les Rohingyas, qui sont quand même effectivement extrêmement persécutés. Ce n'est pas suffisant d'avoir ces figures. Non, absolument pas. Et le problème, c'est que je crois que vous avez cité les 3 femmes uniques dans le monde à pouvoir être, même pas invitées aux négociations de paix, mais représentatives de la cause féminine dans un cadre de diplomatie universelle. C'est pour ça justement qu'on essaie de pouvoir faire changer les choses. Ce que l'on voit par rapport à ce statut victimaire des femmes, c'est que non seulement elles sont les victimes, mais en plus, on vient leur demander d'être infirmières. C'est-à-dire que ce sont elles aussi qui portent les premiers soins aux soldats, aux blessés, aux enfants, aux maris et aux frères. Et donc, lorsque j'interviens sur le terrain, j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Mais pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en amont ?» En fait, on est toujours après les accords, mais jamais en amont pour essayer de décider en fait du sort du monde quand il s'agit de négociations diplomatiques. Et pourtant, cette année marque les 25 ans de la résolution 1325, une résolution importante puisque c'est le premier document finalement qui impose de respecter le droit des femmes et surtout de soutenir leur participation aux négociations de paix et de la reconstruction post-conflit. On en est loin, je rappelle ce chiffre, 10% seulement, à peine 10%. Comment vous l'expliquez ? C'est certainement par le fait que nous sommes dans un système, je vais dire un gros mot, un système patriarcal qui fait que la majorité de nos gouvernants sont des hommes, que à peu près 10% de chefs d'État et de gouvernement seulement sont des femmes, et que certains de ces messieurs, on le voit aujourd'hui, les démocraties reculent au profit des autoritarismes de tout poil. Et aujourd'hui, on a quand même quelques exemples de manière forte de messieurs qui jouent à celui qui a le plus gros biceps, pour pas dire autre chose, et qui sont malheureusement des gens dangereux qui prône la force au détriment du droit et qui, on le voit bien, piétine allègrement le droit international. Donc l'égalité, ils n'en ont rien à faire, pour dire les choses très clairement. Alors Gila Clara-Kessous, vous plaidez pour aller encore plus loin. Vous voulez des quotas. C'est ce que vous êtes allé demander le 10 septembre à Genève, aux Nations Unies. Exactement, et je veux revenir sur ce que l'on voit sur l'écran. 10% de femmes participent aux négociations de paix. En fait, entre 92 et 2019, on compte moins de 6% de femmes signataires d'accords de paix. Donc c'est absolument minable, nul, zéro. Et j'ai eu la chance de participer aux Peace Talks, qui sont justement des moments de tribune où les personnes peuvent s'exprimer le 10 septembre. Et pour la première fois, puisque les Peace Talks existent à peu près depuis 20 ans, eh bien, j'ai osé pouvoir présenter une résolution. Donc, c'est une proposition de résolution. Ça ne veut pas dire qu'elle va être proposée, qu'elle va être signée, mais j'ai bon espoir, puisque je vais commencer à faire en sorte de faire le lobbying nécessaire pour qu'elle soit présentée à la 61e session des Conseils des droits de l'homme, pour présenter cette résolution qui demande 30% minimum de représentativité de femmes
lors de négociations diplomatiques, faire en sorte que ces tables de négociations diplomatiques puissent être représentées à terme, c'est-à-dire peut-être dans les 10 années, bien sûr à parité, mais au moins 30%. Et je veux revenir sur la question précédente à laquelle vous avez si bien répondu. Lorsque on m'a demandé de pouvoir travailler non seulement sur des accords diplomatiques, mais sur les accords féminins, des accords d'Abraham, les accords de Sarah et Hadjar, que j'ai pu faire signer fin avril 2023, et bien lorsque j'ai demandé aux dirigeants pourquoi il y a si peu de femmes, vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Parce que les femmes négocient. Et quand on est à une table de négociation, c'est pour gagner, c'est pas pour négocier. Enfin, comme moi, c'est cash, c'est clair. Des quotas, c'est une bonne idée ? Ah, mais c'est pas seulement une bonne idée, c'est une obligation. Malheureusement, on n'a jamais adoré les quotas. Hein. On veut juste l'égalité quand on est pour une société féministe. C'est juste une égalité qu'on réclame entre les hommes et les femmes. C'est pas grand-chose. Et malheureusement, on est obligé d'en passer par les quotas si on veut bouger les choses. Et au sein de l'Union africaine aussi, Effie Oyor, qui est coprésidente de FemWise Africa, elle milite aussi pour des quotas avec 30%, ce chiffre de 30% de femmes qui est avancé. Pourquoi on se base sur ce 30% ? Parce que même la présidente de la Confédération suisse met en avant cette participation. Expliquez-nous. 30%, c'est le minimum vital. 30%, ça veut dire qu'entre deux négociateurs, et généralement à la table des négociations, c'est ce qui se passe, on a toujours Trump et un Zelensky, on a toujours généralement deux hommes qui sont en train de négocier. Donc ça voudrait dire, les 30%, qu'on puisse avoir au moins une représentativité féminine. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi être pris en considération. Lorsqu'on essaye de parler de patriarcat en disant que c'est un gros mot, aujourd'hui le mot féminisme aussi est un gros mot. Donc il est très important de pouvoir dire qu'il s'agit de représentativité féminine et non féministe, c'est-à-dire qu'on n'attend pas à avoir plus de voix pour les femmes que pour les hommes, mais on attend une représentativité caractéristique de plus de la moitié de la population aujourd'hui. Alors je sais que vous défendez quand même une diplomatie féministe et vous rappelez que c'est une Suédoise, une femme politique, Margot Wallström, qui l'a mise en place. Oui, en 2014, donc ça remonte à loin. C'est elle qui a conçu, elle était ministre des Affaires étrangères de Suède. C'est peut-être pas pour rien que la Suède, malgré ce qui se passe aujourd'hui avec la coalition extrême droite, est un des pays les plus avancés en termes d'égalité femmes-hommes. Mais effectivement, elle a conçu cette idée qu'il fallait une diplomatie qui mette au cœur, la définition elle est simple, qui mette au cœur de la diplomatie, de la politique extérieure des États, l'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous, on a travaillé notamment en France sur cette question. Vous savez que je vous ai dit que j'ai copiloté des rapports pour le gouvernement, des rapports sur la diplomatie féministe. Et nous proposons non seulement qu'il y ait effectivement ce développement d'une politique féministe avec l'égalité, mais aussi avec la solidarité internationale, avec toutes les femmes qui sont aujourd'hui en situation de vulnérabilité extrême. Alors, est-ce que c'est possible, par exemple, on va parler de la guerre à Gaza, Gila Clara Kessous, vous avez milité pour des accords de Sarah et Hajar, vous nous l'avez dit, c'est la version féminine des accords d'Abraham qui ont été signés le 24 avril 2023 par Israël, le Bahreïn, le Maroc, les Émirats arabes unis, qui sont un peu fragilisés par ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que vous arrivez à tisser des liens entre des femmes palestiniennes, israéliennes ? Alors, dire que c'est moi qui le fais, ça serait bien présomptueux. Les accords que j'ai proposés ont été suivis, ont été signés avec une vraie envie d'aller plus loin que des accords purement commerciaux, comme étaient les accords d'Abraham. Les femmes apportent justement cette volonté d'aller plus loin dans la connaissance interculturelle et interreligieuse. Et quant au travail que les femmes font au niveau israélo-palestinien, je ne veux citer que l'incroyable travail que fait Women Watch Peace au niveau israélien et Women of the Sun au niveau palestinien, qui avance, qui essaye par tous les moyens de se faire entendre, qui militait malheureusement 3 jours avant le 7 octobre 2023. Donc ce sont des femmes qui, depuis des années, militent pour arrêter la guerre et faire en sorte qu'elle puisse être entendue. Quand on travaille par la femme, on se rend compte en fait que c'est impossible en fait de pouvoir promouvoir une volonté d'anéantissement ou d'annihilation, parce qu'il y a une conscience quand même de la dignité humaine qui est assez différente, je pense, au niveau masculin. Mais aussi parce que c'est la société civile, en fait. Ces femmes, elles sont au cœur de la société civile et c'est
c'est ça qui est aussi intéressant. Je pense que c'est un peu les deux. Merci de l'avoir cité, effectivement, ces remarquables mouvements de femmes. Je crois que c'est les deux. C'est à la fois, si on veut la paix, c'est vraiment le multilatéralisme, sauver le multilatéralisme et l'ONU, qui sont effectivement les résolutions 1325 et les 9 suivantes, c'est l'ONU. Et la société, pardon, j'ai touché le micro, et la société civile, avec effectivement cette volonté, cet engagement et cette mobilisation des femmes. Oui, c'est les deux en même temps. Les deux en même temps. Et vous voulez former des ambassadrices de la paix, comment ? En fait, je propose à Chypre des séminaires qui sont des séminaires de formation à la négociation diplomatique. Je travaille essentiellement sur cette région de Moyen-Orient, Émirats arabes unis, Israël, Bahreïn et Maroc, pour faire en sorte que ces femmes puissent être justement des ambassadrices qui osent pouvoir aujourd'hui s'asseoir aux tables de négociation. Parce que c'est bien joli de pouvoir faire passer des résolutions. Si la résolution passe, déjà, quelles sanctions vont être mises en place si jamais c'est pas résolu, et on le voit malheureusement avec aussi tous les quotas dans les boards qui sont nécessaires. Quelles sanctions ? C'est un peu flou. Et puis deuxièmement, il faut qu'on ne nous retorque pas au niveau masculin. Mais où sont-elles, ces femmes ? Sont-elles prêtes ? On ne sait pas où elles sont. Donc ces formations ont pour but de pouvoir proposer aux femmes des outils solides de confiance en soi, parce que la tâche va être difficile, pour oser prendre la place et prendre la parole dans des réunions où généralement la parole est assez coupée, et puis être en capacité de pouvoir connaître véritablement le vocabulaire diplomatique en termes de négociation. Voilà pour une diplomatie féministe et féminine. Je suis désolée, le temps, juste un tout dernier mot. Pour moi, la diplomatie féministe, ça peut vraiment être une arme de paix. Vraiment, je pense que c'est l'outil dont il faut qu'on s'empare à la fois au niveau institutionnel et aussi au niveau de la société civile. Voilà, la diplomatie féminine, une arme de paix. Merci à vous deux d'être venus nous en parler dans ce grand angle. Et je rappelle Terrienne, notre site dédié aux femmes à voir, à lire, évidemment.